Bonjour et bienvenue à notre séance de démonstration expérimentale en soufflerie dans le cadre du cours d'introduction à l'aérodynamique. On commence notre discussion aujourd'hui en parlant des souffleries en général. Les souffleries, c'est la façon en fait la plus courante d'effectuer de la mesure expérimentale contrôlée en aérodynamique. Je dis contrôlée parce que l'autre alternative à la soufflerie, qui est un milieu scientifique en laboratoire où on contrôle les conditions, ce serait de faire des essais réels avec un prototype, par exemple un avion dans le ciel ou un véhicule sur la route. Le cas de la soufflerie, donc, ça nous permet de contrôler toutes les conditions limites, c'est-à-dire d'imposer la direction et la vitesse de l'écoulement ou le débit dans la section, de positionner et de placer les parois, donc les murs, les contraintes géométriques de la section d'essai, comme la soufflerie que j'ai derrière moi, par exemple. Ce qui nous permet donc d'avoir un contrôle parfait et total sur toutes les caractéristiques qui peuvent influencer l'écoulement. Ça nous permet également d'avoir un contrôle parfait sur le modèle, un modèle qui va souvent être à l'échelle également, donc qui ne sera pas le prototype réel, mais bien un modèle de plus petite taille, par exemple, qu'on pourra placer dans la soufflerie à ce moment-là. Parler de modèle, ça m'amène à vous parler de similitudes géométriques et dynamiques. Ce sont donc deux critères nécessaires à remplir pour effectuer des essais expérimentaux en soufflerie. On va devoir donc, dans beaucoup de cas, changer l'échelle du modèle, c'est-à-dire faire un modèle plus petit pour qu'il puisse entrer dans la soufflerie. À quel moment il faudra s'assurer de respecter les dimensions générales de l'objet en proportion à l'objet réel, ainsi que de conserver une similitude dynamique, c'est-à-dire le nombre de Reynolds et le nombre de Mach suffisamment proches. Bien entendu, il ne sera pas toujours possible de respecter la similitude dynamique. Dans plusieurs cas, il va falloir se contenter d'un nombre de Reynolds beaucoup plus bas. À ce moment-là, si on effectue des mesures de pression, on peut imaginer que les corrections à faire seront faibles, puisqu'on sait que la pression est peu influencée par le nombre de Reynolds à Reynolds suffisamment élevé. Si on s'intéresse plutôt à la traînée, les corrections alors seront plus complexes et plus capricieuses à mettre en place. On va donc vouloir, dans ce cas, s'approcher le plus possible de la similitude dynamique. On est donc devant la soufflerie à circuit fermé, qui est la plus grande soufflerie qu'on a ici au laboratoire de mécanique des fluides. C'est donc, comme je le disais, une soufflerie à circuit fermé, c'est-à-dire que l'air, dans ce cas-ci, qui est le fluide de travail, est réutilisé, donc circule en permanence dans un circuit qui est fermé. Vous la voyez ici ouverte, mais on peut également fermer donc, la section d'essai, qui est la section centrale dans laquelle on va placer le modèle à l'étude ou dans lequel on va mettre les instruments qu'on va utiliser pour faire nos prélèvements. En amont de ça, on a un convergent qui sert à accélérer l'écoulement, en fait. C'est-à-dire que dans le reste de la soufflerie, l'écoulement se déplace à une vitesse beaucoup plus lente, ce qui permet de diminuer les pertes de charge. Puis seulement dans la section d'essai, on va l'accélérer. En amont de ça, encore une fois, on trouve une séquence de filtres qui sont des filtres à turbulence, donc qui permettent de briser les structures tourbillonnaires, donc de turbulence, qu'on trouverait dans l'écoulement, qui sont notamment présentes parce que c'est une soufflerie dans laquelle il y a des coudes à tous les coins, donc il y a 4 coudes qui vont introduire donc énormément de turbulences et d'irrégularités dans l'écoulement. C'est également le cas, évidemment, du ventilateur qu'on va retrouver à l'étage inférieur. Je dis ventilateur, mais en vérité, il y en a deux. Donc, il y a deux ventilateurs contra-rotatifs. On peut se demander pourquoi ils sont contra-rotatifs. En fait, c'est que pour annuler finalement l'effet de rotation induit par le premier, on vient en mettre un deuxième qui tourne à la même vitesse en sens inverse. Ce qui fait que l'écoulement est plus ou moins uniformisé en termes de rotation par rapport à ça. Je vous parlais des coudes qui sont aux extrémités. Donc, on en a un ici à ma gauche ainsi qu'un à droite. Ces coudes-là possèdent donc des vannes à l'intérieur qui permettent de diriger l'écoulement, parce qu'évidemment, s'il n'y avait pas de vannes, il y aurait énormément de dissymétrie dans l'écoulement qui serait introduit par ces coudes-là, entre autres parce qu'ils ont des arêtes tout de même assez vives. Vous remarquerez également de ce côté-là qu'on a une section qui est divergente, mais divergente beaucoup plus rapidement que le convergent qu'on avait à l'entrée. C'est-à-dire que cette divergence-là se fait jusqu'à l'arrivée au ventilateur à l'étage inférieur. Donc, on voit qu'il y a une légère ouverture de tout ça. On sait évidemment que c'est excessivement plus difficile de conserver l'écoulement attaché dans un divergent, ce qui explique aussi son petit angle d'ouverture. La soufflerie à circuit fermé devant laquelle on se trouve est schématisée ici. Comme je vous disais un peu plus tôt, on retrouve donc deux étages. Le premier étage est celui sur lequel on se situe actuellement.
Celui-ci, inférieur, on va aller le visiter tout à l'heure. On voit donc la section d'essai, la veine d'essai qu'on retrouve ici, qui est ensuite suivie d'un diffuseur qui va jusqu'au moteur de la soufflerie puis au ventilateur. Donc, encore une fois, 2 ventilateurs contrarotatifs. Par la suite, on revient par 2 coudes aux écrans anti-turbulence d'abord, puis ensuite au convergent qui nous ramène à la veine d'essai. On voit ici schématiser les prises de pression statiques à la paroi, donc qui permettent de déterminer la vitesse dans la section d'essai. Le fait qu'on ait une soufflerie à circuit fermé, ça fait qu'il y a une augmentation de température qui se fait avec le temps. En effet, on a des augmentations de température dues au frottement pariétal qui se développe dans l'écoulement partout dans la soufflerie, et également parce que les ventilateurs viennent donc donner une tête de pression qui donne de la chaleur dans l'écoulement. Dans notre cas, ce contrôle de température-là sert non seulement à conserver une température constante, mais également à choisir la température de l'écoulement, c'est-à-dire qu'on pourrait faire des essais à une température plus basse ou plus élevée, ce qui nous permettrait par exemple de contrôler la densité ou la viscosité de l'air. Plus généralement, dans les souffleries à circuit fermé, on peut parfois choisir le fluide de travail, le gaz qu'on utilise, donc, à condition que celle-ci soit bien étanche, évidemment, ce qui nous permettrait encore une fois d'aller chercher des fluides qui auraient des densités différentes ou des viscosités différentes. Ça nous permettrait également de pressuriser l'écoulement dans certains cas, ce qui nous permettrait d'aller chercher, encore une fois, des caractéristiques différentes, mais également un nombre de Reynolds plus élevé, toujours dans l'optique d'obtenir une similitude dynamique pour nos essais. On se retrouve ici à l'étage inférieur de la soufflerie à circuit fermé. On voit donc que l'apport en air monte vers le haut ici, puis nous arrive donc dans la soufflerie à l'étage supérieur. Cet apport d'air-là, donc le débit est entraîné par les 2 ventilateurs contrarotatifs qu'on retrouve au centre, qui sont entraînés par un moteur électrique. Je vous fais remarquer que la section du centre ici est isolée par de la mousse. Comme on disait tout à l'heure, donc c'est de là dont vient l'apport en chaleur le plus important dans la soufflerie, ce qui explique pourquoi on veut l'isoler avec l'air ambiant. Ensuite, on constate que la section est toujours divergente, comme on le voyait déjà à l'étage supérieur, donc pour la sortie d'air de la section d'essai qui nous arrive vers le bas, on voit qu'elle diverge jusqu'à l'entrée finalement de l'échangeur d'air et de la section avec les ventilateurs entraînés par moteur. La soufflerie expérimentale devant laquelle je me trouve au laboratoire de mécanique des fluides à l'Université Laval est une soufflerie qui date à peu près du milieu des années 60 puis qui a été en activité continue depuis ce temps. L'année dernière, la section centrale a été refaite, donc c'est une nouvelle section d'essai octogonale, transparente cette fois, dans laquelle des essais continuent donc. Quand on parle de soufflerie, on sous-entend que le fluide de travail sera un gaz, plus particulièrement l'air en général, mais ça pourrait être également un autre gaz. Ça, c'est en opposition en fait au canal d'eau, qui serait également une autre méthode expérimentale en aérodynamique, qui serait également contrôlée en laboratoire, mais dans lequel on utiliserait de l'eau, donc un fluide liquide à la place, ce qui nous permettrait, ce qui aurait d'autres contraintes en fait, parce qu'il faudrait avoir une soufflerie beaucoup plus étanche, évidemment. En général, ça serait à circuit fermé parce qu'on ne voudrait pas réutiliser des quantités, on voudrait réutiliser les quantités d'eau plutôt énormes qui seraient utilisées à ce moment-là. Puis ça nous permettrait d'aller chercher en fait d'autres plages de Reynolds, d'avoir des Reynolds élevés en ayant un nombre de Mach plus bas, par exemple, ou d'avoir des densités de fluide beaucoup plus importantes lorsqu'on cherche à mesurer, par exemple, l'interaction entre un fluide et la structure, donc l'objet qu'on place dedans, en termes des masses, des densités impliquées donc, dans cette expérience-là. Lorsqu'on parle de modèles en soufflerie, donc si on parle de modèles à plus petite échelle, si on veut respecter la similitude géométrique, il est donc important de reproduire absolument toutes les tailles de particularités du modèle. Je vous donne un exemple. Ici, on a un modèle d'un Boeing 747, donc qui est à une échelle beaucoup plus petite que l'appareil réel, évidemment, ce qui nous permettrait de la placer dans une soufflerie. Ce modèle-là, on voudrait potentiellement le positionner au centre de la soufflerie pour que les parois soient le plus éloignées possible. Puis évidemment, on ne pourra pas le faire voler par lui-même, donc il va falloir le soutenir au centre de la soufflerie, ce qui explique pourquoi il y a des trous de fixation sous celui-ci. Si on s'intéressait à la mesure de force sur ce corps-là, par exemple, on voudrait le relier à une balance aérodynamique. On placerait probablement donc des fixations qui partiraient des ailes puis qui viendraient jusque dans le plancher de la soufflerie, par exemple,
Ces fixations-là, donc, effectivement, généreraient de la traînée, en plus de la traînée de l'appareil. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire avec beaucoup de prudence quand même lorsqu'on place des bras sur un modèle. Puis ça nous permettrait de mesurer, par exemple, les forces de portance, les forces de traînée, mais également dans d'autres axes, par exemple, des moments de rotation, soit des moments autour de l'axe de l'écoulement, finalement, ou des moments perpendiculairement, en fonction du type de balance qu'on aurait. Donc, il y a des balances jusqu'à 6 axes, où on pourrait mesurer donc 3 forces, 3 moments sur le modèle. Ça, c'est un modèle qu'on pourrait dire donc, qui respecte plutôt la similitude géométrique parce que toutes les géométries importantes, finalement, de l'appareil sont reproduites. Dans d'autres cas, on va vouloir faire une simplification du modèle. Ce serait le cas, par exemple, du modèle qu'on a ici d'une aile delta. Donc, c'est un modèle excessivement simplifié. C'est vraiment que la forme de l'aile delta en soi. À ce moment-là, on ferait une analyse beaucoup plus macroscopique, beaucoup plus canonique, si vous voulez, de la forme et de son comportement dans l'écoulement. Ce type de modèle-là est assez courant aussi. Ça permet d'effectuer des analyses dont les conclusions seraient beaucoup plus générales, finalement, qu'un modèle bien particulier d'avion comme le 747. Les deux modèles que je vous ai montrés précédemment donc, sont des modèles qui sont à l'échelle, bien entendu, s'ils n'ont pas la taille de l'appareil réel qui serait utilisé. Mais dans certains cas, les corps seraient assez petits pour qu'on puisse utiliser le véritable corps, par exemple le cas d'une balle de tennis, où la balle aurait une dimension qui se prêterait parfaitement bien à l'étude en soufflerie. Donc, dans certains cas, ce sera le modèle prototype carrément qui sera utilisé. Une autre façon d'obtenir un modèle pour effectuer des essais en soufflerie, c'est d'obtenir une aile comme celle-ci, dont la section d'aile, le profil, donc, est le même sur toute l'envergure. C'est le cas du montage qu'on a dans la soufflerie actuellement, ainsi que de celui que j'ai à côté de moi ici. On fait ça, en fait, parce qu'on veut obtenir la distribution de pression 2D sur cette section de profil-là. Mais évidemment, il est impossible d'avoir une géométrie 2D dans la réalité, donc on est limité à une aile 3D. Dans ce cas-ci, ce sera une aile dont la section sera donc la même sur toute l'envergure, mais qu'on va uniquement mesurer au centre. On fait ça en fait parce qu'on sait qu'il y a une distribution de pression qui va s'imposer sur l'aile qui ne sera pas uniforme, mais qui va être maximale environ au centre. C'est dû aux effets de bout, aux effets 3D en fait, qui sont inhérents à une géométrie 3D comme celle-ci. Pour tenter de limiter ça, on va s'approcher le plus possible des parois de la soufflerie, autant à l'extrémité supérieure qu'inférieure, de manière à ce que ces effets 3D-là soient mitigés. Par ailleurs, on sait que les extrémités de l'aile vont se retrouver dans la couche limite de la soufflerie. Donc, il va généralement falloir faire quelques corrections aux distributions de pression obtenues expérimentalement, même si on se retrouve avec une géométrie qu'on pourrait dire quasi 2D, qui est une géométrie 3D, mais d'un profil 2D extrudé. Les prises de pression qu'on retrouve environ au centre sont des prises de pression pariétales, évidemment, qui sont reliées à des couettes de tubes creux qu'on voit ici, qu'on appelle dans le jargon des tie guns. Donc, c'est le nom de commerce, en fait, de ces tubes-là qui permettent d'acheminer la pression ailleurs, en dehors de la soufflerie, afin de la mesurer. Dans notre cas, dans le montage ici, on utilise le banc de manomètre pour effectuer la mesure de pression. Mais on pourrait également utiliser un scanner de pression, un lecteur de pression qu'on connecterait à chacun des tubes, par exemple, afin de déterminer la distribution de pression autour du profil extra-dos et intra-dos. Dans plusieurs cas, on va également rajouter des prises de pression à quelques endroits sur l'envergure afin d'obtenir une idée de la distribution 3D de chargement, donc, ce qui va nous aider à effectuer les corrections. L'aile qui est montée dans la soufflerie est montée sur un mécanisme qui permet de l'orienter, donc de changer son angle d'attaque. Ce mécanisme-là se situe sous la soufflerie, dans ce cas-ci. On a donc un frein qu'on peut desserrer, puis on a cette molette qu'on peut tourner, donc qui nous permet de changer l'angle d'attaque du profil. On pourrait soit mettre un moteur pas à pas ici, qui nous permettrait donc de faire varier l'angle d'attaque de façon continue, par exemple, pour faire des essais. On pourrait également introduire une balance aérodynamique ici qui nous permettrait de mesurer les forces directement, donc sans avoir recours à la mesure de pression sur l'aile. Une balance aérodynamique, ça prend la forme suivante. C'est généralement hors de la soufflerie, souvent en dessous, et ça supporte le modèle en plus de mesurer les forces qui s'appliquent dessus. Les balances peuvent mesurer autant de degrés de liberté que voulu ou nécessaire, soit de 1 à 6.
Pour l'aile qu'on a dans la soufflerie, on voudrait sûrement utiliser une balance à 3 degrés de liberté, soit la traînée, la portance et le moment de tangage. Par exemple, si on avait un modèle d'avion, on opterait probablement pour une balance à 6 axes, et ainsi de suite. Pour un modèle de voiture, on irait seulement à 2 axes si on ne s'intéresse pas aux forces latérales, etc. La mesure des forces peut se faire par des cellules de force, des lamelles instrumentées ou autres. C'est la position de ces éléments sensibles-là qui va dicter quel degré de liberté ils vont mesurer. Et plus on aura de degrés de liberté, donc plus la balance sera complexe et coûteuse parce qu'on va devoir avoir plusieurs de ces éléments sensibles. Ces éléments sensibles, ce sont des petits fils très minces qui sont collés à la surface. Puis lorsqu'ils se contractent ou se dilatent, ils vont changer de résistivité. Ce sont des jauges de déformation, donc. Si on place plusieurs jauges dans un pont de Wheatstone ou même une seule jauge dans un pont, on va pouvoir mesurer des variations de résistivité qui vont pouvoir être reliées à une élongation, puis finalement corrélées à une force appliquée sur la lamelle, donc mesurée par la balance. Ce sont des éléments qu'il va falloir étalonner également. On va donc utiliser des masses pour déterminer la constante de rappel de ce type de jauge afin de calibrer la balance aérodynamique de cette façon.